Bonjour Pierre Jacquemot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien diplomate en poste dans plusieurs pays africains, le Sénégal, l'Algérie, le Burkina, le Cameroun, le Ghana et la RDC qui nous intéresse aujourd'hui notamment. Vous êtes expert à la Fondation Jean Jaurès. Les experts alertés depuis plusieurs années sur ce sujet. L'ONU en a donc remis une couche aujourd'hui. Oui, doit être le 20e rapport des Nations Unies. Il y en a 2 par an qui alertent l'opinion sur cette situation qui est assez surprenante. Un pays qui a beaucoup d'or, mais également d'autres minerais, en particulier 3 minerais qu'on appelle les T, pour tantal, tin, étain et le tungstène. On parle de la République démocratique. On parle de la République démocratique du Congo, sur ces 3 provinces de l'Est, dont l'Ituri, dont vous venez de parler, exportent très peu. Tout part vers 2 pays voisins, l'Ouganda que vous avez cité, mais également le Rwanda, un peu le Burundi, qui, eux, produisent très peu, mais exportent beaucoup. Donc ça veut tout simplement dire qu'une bonne partie de la production des Grands Lacs de la République démocratique du Congo sort illégalement vers ces pays où ces minerais subissent une première transformation, ce qui suffit à mettre le tampon Made in Ouganda, Made in Rwanda, Made in Burundi pour être exporté sur les marchés internationaux. Dans ce dossier, est-ce que la responsabilité du gouvernement ougandais, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'elle est avérée ? Écoutez, oui, la responsabilité est avérée, elle est démontrée par tous ces rapports. Il faut dire que l'Ouganda a une présence militaire dans l'Ituri. Et après le drame du génocide rwandais de 1994, beaucoup de troupes étrangères sont rentrées en territoire congolais, et tout particulièrement l'Ouganda dans la partie nord et le Rwanda dans la partie est. Et en fait, ces troupes militaires ne sont jamais véritablement partis. Ont gardé soit une présence militaire de leur pays, soit des groupes armés qui leur sont inféodés et qui assurent le contrôle de ces sites miniers, à la fois au niveau de la production et au niveau de l'acheminement vers l'extérieur. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui l'ampleur de ce commerce illégal et pourquoi a-t-il pu prospérer encore ces dernières années ? Écoutez, oui, il est illégal, donc vous imaginez bien que les statistiques ne sont pas très très fiables. On sait simplement, par exemple, sur le coltan, le tantal, en réalité, l'une des plus grandes villes du monde, Rubaya, qui est au nord Kivu, est sous le contrôle militaire de groupes armés liés directement au Rwanda, voire de militaires rwandais eux-mêmes, et que cette mine produit 20% du tantal, qui est indispensable pour nos portables. Pour les puces, notamment. Pour les puces, notamment. Et puis, tous ces minerais, en fait, ont un débouché dans l'aéronautique, le numérique, le spatial, le militaire, etc. Et donc, il y a un contrôle qui se fait pour des montants qu'on estime, que certaines ONG estiment pour des montants significatifs. Hein. Pour l'or, c'est plusieurs tonnes d'or qui sortent. Et à la valeur de l'or aujourd'hui, ça représente des quantités tout à fait considérables au bénéfice des pays qui servent d'intermédiaires avant que ça se retrouve sur les marchés internationaux. On imagine que les groupes armés bénéficient également de ce commerce illégal avec un impact forcément sur le conflit en cours qu'on connaît. Vous parliez tout à l'heure de l'Est de la République démocratique du Congo qui est en proie depuis plusieurs années à un conflit meurtrier entre notamment le M23 et le gouvernement central congolais. Oui, la filière, si on peut dire les choses comme ça, qui va depuis le puits minier, ce qu'on appelle le carré minier, où travaillent des creuseurs, des artisans, mais également quelques entreprises de taille plus ou moins importante, notamment des entreprises chinoises, quelques entreprises modernes, une canadienne ici, une suisse là, etc. Donc, déjà à ce niveau-là, il y a un contrôle qui se fait par des groupes armés, qui prélèvent leur dîme. Puis ensuite, vous avez toute une série de taxations sur l'acheminement du minerai vers l'extérieur. Toute une série de taxations, des dizaines et des dizaines. Vous êtes taxé à tous les niveaux, que ce soit un transport en véhicule, en voiture, à bicyclette, voire en bateau à travers le lac Kivu. Donc il y a un système de taxation au bénéfice des groupes armés qui financent leur armement précisément grâce à ces ressources prélevées de cette manière. Quels sont aujourd'hui les leviers à disposition du gouvernement congolais ? Écoutez,
le gouvernement congolais est défaillant dans cette affaire. Je vais donner un exemple. On a mis en place des systèmes pour essayer de moraliser, c'est le vocabulaire occidental, pour essayer de moraliser ces filières qui sont en fait des filières de minerais de sang, puisque les conditions de travail, le fait qu'on trouve des femmes enceintes qui travaillent, des enfants creuseurs ou des enfants enrôlés dans les groupes armés, enfin bref, on est dans une situation d'une violence épouvantable qui se fait au détriment des populations et que ça dure, ont amené un certain nombre d'organisations, notamment occidentales, à essayer de mettre en place des dispositifs pour moraliser, assainir. Mais en fait, tous ces dispositifs sont contournés. On parle de blanchisseuses pour les systèmes mis en place notamment par les Occidentaux. Des systèmes soit de contrôle et de certification à la sortie du puits minier. Cette mine a été exploitée dans des conditions correctes, saines, respectueuses des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, etc. Et là, vous mettez un certificat de bonne conduite et le minerai peut partir. Soit vous pouvez le tracer par des moyens chimiques, pas l'or, parce que l'or, une fois qu'il est fondu, il est impossible à identifier sa source. Mais les autres minerais, on peut identifier leur source, d'où ils viennent. Donc, se dire, tiens, celui-là vient de là, cet endroit est plutôt sain, etc. Je lui accorde mon label. Tous ces systèmes sont contournés et normalement, ils doivent être administrés par des fonctionnaires congolais, locaux, lesquels souvent ne sont pas payés. Inutile de vous expliquer ce qui peut se passer dans ces cas-là. La corruption arrive. Ils accordent des certificats à des minerais qui n'ont pas fait l'objet de contrôle, puisque ces minerais, une fois certifiés, valent plus cher que d'autres qui ne le sont pas, et donc prélèvent une rente. Donc on a un système qui est complètement défaillant. Puis il faut ajouter que Kinshasa, c'est 2000 km de Goma ou de Bukavu. Donc on est dans des mondes différents. Pour avoir vécu au Congo, je sais que vous êtes dans la capitale, vous êtes au Katanga, vous êtes à l'embouchure du fleuve, vous êtes sur le fleuve, vous êtes dans des endroits totalement différents. C'est un pays continent. Et je dois dire qu'il y a une défaillance du regard que les hommes politiques peuvent porter sur cette région qui est, après tout, en situation de crise depuis 30 ans. Ils se sont dit, finalement, on n'y arrive pas, quoi. Avec un risque aussi environnemental qui est très grand, avec ces extractions parfois sauvages. Bien sûr. Oui, la mine détruit l'environnement. Elle abat des arbres, elle pollue les rivières, parce qu'on utilise, dans le cas du domaine minier, on utilise le cyanure en particulier, du mercure, notamment pour tout ce qui est alluvionnaire, c'est-à-dire tout ce qui est hors de surface. Et donc, on produit des dégâts environnementaux épouvantables qui sont accentués par les déplacements de population. Parce que la mine attire, et attire notamment des jeunes paysans qui ne s'adonnent plus à l'agriculture. Donc, on a une baisse de l'activité agricole, de l'activité d'élevage, etc. Parce que tous ces gens-là se disent, je peux gagner vite, même peu, mais vite, alors qu'il faut que j'attende la prochaine récolte éventuellement et de bonnes pluies. Donc il y a un calcul économique qui fait qu'il y a une démigration importante des déplacements de population. Évidemment, vous pouvez imaginer que ces déplacements produisent également des effets environnementaux défavorables à la survie de l'écosystème. Et on y voit désormais plus clair grâce à vous. Merci Pierre Jacquemot d'être venu sur le plateau de France 24 et à très vite.